Jeudi 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes en pleine campagne hivernale, une campagne qui rime avec l'impraticabilité des routes dans la ville de Niamey, la capitale du Niger. Une impraticabilité face à laquelle les autorités tardent à trouver des solutions, ce qui a suscité ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari. Il est plutôt signé Boubacar Ibrahim. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est vrai, mais ça c'est ailleurs. Au pays des hommes, nous savons pourquoi nous avons été élus. Ici, après la pluie, c'est un autre temps. C'est le calvaire au sens large du terme. Et c'est Niamey, la ville de l'élu ingénieur, la ville de l'homme du domaine. Les spectacles que vous y voyez représentent malheureusement aussi Niamey. Au-delà de ce que laissent transparaître nos pseudo-responsables, dont apparemment la responsabilité ne se limite qu'au bout de leur nez. Sinon, sérieusement, à quoi ça sert un responsable s'il n'est pas capable de creuser le ménage et apporter des solutions? D'aucuns diront peut-être que tout ceci est dit à un fait naturel, mais loin de là, tout ceci n'est que la conséquence d'un gémophotisme des élus de la ville qui, malgré les multiples interpellations, reste insensible. Aucun quartier de la ville n'est épargné par de tels calvaires. Des voies entières sont envahies et demeurent impraticables, au grand désarroi du citoyen qui n'osera pas refuser de verser sa cotisation. Monsieur le maire, ou si vous préférez monsieur le député maire, ça fait déjà plus de 2 ans. Et sachez-le, votre responsabilité première n'est pas de faire de la figuration, ce n'est pas aussi briller à travers le déplacement avec les biens du contribuable. Ce que les gens attendent de vous, c'est des solutions concrètes pouvant répondre à ce tas de désordre qui donne à la ville l'impression d'une jungle où il n'y a aucun responsable. La saison des pluies est également synonyme du développement de la maladie du paludisme. La présence des flaques favorise en effet la propagation des moustiques, vecteurs de cette maladie contre laquelle il faut surtout se protéger. Les protéger, notamment les personnes vulnérables que sont les enfants et les femmes. Le reportage est signé Nafissa Zakou. La saison hivernale rime avec ses lots de maladies. C'est le cas du paludisme qui est une maladie parasitaire causée par la piqûre d'un moustique appelé anophèle femelle. Le palud, c'est une maladie en tout cas qui a de graves conséquences sur le plan de la santé, surtout publique, chez la population générale et surtout chez les couches vulnérables, je voulais dire les enfants et les femmes surtout enceintes. Donc c'est vraiment une des premières causes de morbidité, c'est-à-dire une des causes de maladies, de consultations dans nos centres de santé ici au Niger, mais aussi l'une des premières causes de décès, n'est-ce pas, dans notre pays. Comment prévenir et traiter le paludisme? Le premier aspect de la prévention, c'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ce qu'on appelle le MILDA. Mais aussi l'autre aspect de la prévention, vous savez, comme vous l'avez dit, nous sommes en période hivernale. Qui dit période hivernale dit effectivement de l'eau qui se stagne par-ci, par-là. Et cette eau-là qui va se stagner va constituer de véritables gîtes larvaires. En fait, les gîtes larvaires, c'est un endroit où le moustique peut prendre leur œuf et développer effectivement d'autres moustiques et qui vont se proliférer dans la nature. Alors, il faut combattre effectivement le développement de ces moustiques-là en détruisant les gîtes larvaires. Ce que la population doit retenir, dès que vous sentez un malaise, les gens connaissent évidemment la symptomatologie du paludisme, c'est des sensations fébriles, c'est des maux de tête, c'est des courbatures, c'est des myalgies, c'est des fatigues. C'est que vous ressentez ça, rendez-vous, vous allez vous rendre dans les centres de santé les plus proches. Il y a des instruments de laboratoire ou des tests de diagnostic rapide qui permettront à l'agent de santé de vérifier si réellement vous avez les palus. Il y a le traitement qui est efficace et qui est disponible dans toutes nos formations sanitaires. Les médecins appellent la population à se protéger contre le paludisme, surtout les femmes enceintes et les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Avec toujours cette saison des pluies, on constate une instabilité dans la fourniture de l'énergie électrique avec les différentes coupures dans cette fourniture par la société nigérienne en charge de la fourniture de cette énergie. Du coup, beaucoup de citoyens s'orientent de plus en plus vers le solaire. C'est le reportage que nous allons faire suivre. Il est signé Ismaël Moumouni. L'électricité. Une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne.
notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population s'oriente vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt. Et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures a occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent, parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple pour demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas, et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à la capacité de la Nigélec de satisfaire les besoins de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. C'est donc la période des pluies, c'est aussi la période des grandes vacances scolaires pour les élèves. Ces élèves, pour les occuper, la plupart de leurs parents les inscrivent dans des écoles coraniques pour les occuper donc, mais aussi leur permettre d'acquérir des connaissances sur la religion musulmane. Nous voyons tout cela dans ce reportage signé Asmaou Seydou. Bismillahirrahmanirrahim. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, et donc ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que des deux côtés, c'est l'éducation. Donc il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre donc, au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Et alors qu'au niveau de l'école coranique, c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants,
Les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. J'ai les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venu pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leur connaissance sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. L'actualité hors du Niger sur le continent d'abord est dominée par l'ouverture ce matin en N'Djamena au Tchad d'un dialogue national inclusif en vue de l'organisation des élections qui mettront fin donc à la transition depuis le décès du président de ce pays, le maréchal plutôt Idriss Déby Itno. Ce dialogue regroupe la partie gouvernementale et les oppositions civiles et militaires. Il se tient enfin après 3 reprises et est censé durer 3 semaines. Vient d'être officiellement lancé par le président du Conseil militaire de transition en présence de plusieurs invités de marque venus de l'étranger, notamment le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le représentant spécial pour l'Afrique du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un émissaire de l'émir du Qatar était par ailleurs aussi là. Et pour rappel, le Qatar a joué le rôle de médiateur dans le pourparlers avec les politico-militaires. La cérémonie a débuté par l'inauguration d'un monument pour un Tchad réconcilié et en paix. Ensuite, ce fut le passage en revue des troupes. S'en est suivi une séance de prière conduite par les leaders religieux des 3 différentes confessions religieuses dominantes au Tchad, à savoir l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Les différentes personnalités qui se sont succédées au podium ont mis au cœur de leur discours la nécessité de voir les enfants du Tchad réconciliés. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, dans son discours, a mis les protagonistes tchadiens face à leurs responsabilités. Je cite, « Vous voulez la rédemption dans la sincérité, l'Union africaine va vous accompagner. Vous voulez faire comme avant, devant un peuple resté longtemps silencieux, allez-y tête baissée et vous verrez. » Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, conscient de l'enjeu de ce dialogue, a indiqué que le Tchad est à un moment décisif de son histoire. Il a rajouté que ce dialogue va tracer les voies d'un nouveau départ pour le Tchad. Fait marquant, il a par ailleurs profité de l'occasion pour demander pardon au nom de son père au peuple tchadien. Les travaux ont été suspendus pour reprendre mardi prochain. En Europe, en Espagne notamment, l'incendie qui s'est déclaré depuis lundi dans la région de Valence sur plus de 135 km a été aujourd'hui contenu grâce à la mobilisation de centaines de pompiers, nous rapportent nos confrères de la télévision France 24. Un mur de flammes gigantesques et de fumée opaque qui ravage l'est de l'Espagne. Malgré les averses des derniers jours, le feu reste difficile à maîtriser. Plus de 19 000 hectares de forêt réduits en cendres. Toute la semaine, les pompiers ont tenté de stopper ces feux exceptionnels. Des pompiers au sol, mais aussi des moyens aériens venus en renfort. 35 appareils ont été déployés. Une lutte acharnée sur un front de 120 km, rendue difficile par les températures élevées et le vent tournant. À la mi-journée, le vent va changer de direction. Donc les zones qui sont calmes pour le moment pourraient bien devenir de nouveaux départs de feu. Dans le courant de la semaine, un passager filme l'avancée des flammes depuis ce train à l'arrêt. Alors que le feu se rapproche dangereusement, les voyageurs sont pris au piège. Certains tentent de briser les fenêtres pour s'enfuir. Une enquête a été ouverte. Les flammes ont progressé jusqu'à proximité des maisons. Il a fallu évacuer rapidement les communes menacées par l'incendie. Ici à Béris, les habitants ont rassemblé leurs affaires sous un ciel inquiétant. En tout, 3000 Espagnols contraints de quitter leur domicile. Aujourd'hui enfin, les pompiers annoncent que le feu ne progresse plus. Des incendies de plus en plus fréquents en Espagne. Depuis le début de l'année, ils ont ravagé l'équivalent de 28 fois la surface de Paris.
Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.